Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Togo. Terrorisme dans le Kpenjal. Kpenjal en danger. Une partie du territoire occupé par les terroristes? Depuis quelques jours, des enlèvements de bétail et de personnes humaines sont devenus le mode opératoire des terroristes dans la préfecture de Kpenjal. Le 27 janvier 2023, aux environs de 20 h, des éléments terroristes ont fait une incursion dans le village de Bananganti, canton de Pogno. Après avoir préalablement encerclé le dit village, ils ont opéré des fouilles de maisons en délestant les habitants de tout bétail avant de disparaître dans la nature, emportant avec eux 3 personnes dont un jeune homme Peul. Certaines sources parlent de l'assassinat des 3 personnes enlevées. Ce que nous ne pouvons pas pour le moment confirmer. Aussi, ont-ils miné les 10 villages avant de s'en aller. Actuellement, c'est la débandade des populations vers le centre du canton à Pognon. Un exode massif des villages de Bananganti et de Tchimouri qui sollicitent l'aide des autorités. Selon les informations, les militaires ne sortent plus de leur camp. Que les autorités fassent quelque chose pour Kpenjal, sinon c'est un désastre avec tout son cortège de conséquences sociales et économiques, a confié un habitant de la région. Toujours du côté du gouvernement, c'est le silence radio. Togo. Fort en pré-campagne électorale. Depuis peu, les partis politiques d'opposition, notamment la dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, ont renoué avec les rencontres publiques, meetings. D'autres partis politiques annoncent de leur côté de futurs meetings. Au même moment, le premier responsable du parti au pouvoir, UNIR, Faure Gnassingbé, parcourt ces derniers jours le territoire à la rencontre des populations. Tout semble indiquer une atmosphère de pré-campagne électorale dans le pays. Comme Faure Gnassingbé l'a indiqué dans son discours de Nouvel An, cette année 2023 est fondamentalement électorale avec la tenue prochaine des élections régionales et législatives. Et après plus de 2 ans d'interdiction systématique de regroupements et manifestations publiques, le gouvernement togolais a fini par permettre à la dynamique Monseigneur Kpodzro, DMK, regroupement de partis politiques d'opposition, d'avoir ses premiers meetings le 27 novembre 2022 à Vaughan et le 14 janvier dernier à Lomé. Pour la DMK, il s'agit de nouvelles prises de contact avec les populations qui seront conviées à de prochaines manifestations publiques. Ces dernières semaines, le chef du parti, UNIR, Faure Gnassingbé, dans un cadre plus officiel, notamment le Forum des producteurs agricoles du Togo, FOPAT, a rencontré les populations des savanes à Dapaon et celles de la région maritime à Tsévié. Même si le gouvernement met en avant un projet de modernisation et de l'amélioration de la production agricole au Togo, il n'y a aucun doute que le calendrier est choisi sciemment pour mettre à la lumière l'action gouvernementale et la générosité présidentielle. Il faut donc croire que le camp présidentiel met déjà les bouchées doubles pour s'attirer la sympathie d'une population terrassée par une crise sociale acerbe. L'opposition togolaise est prévenue. Au moment où elle peine à se rassembler autour du minimum possible pour changer les données, UNIR utilise la générosité présidentielle pour influencer les populations, surtout des villages et hameaux reculés pour gagner les élections régionales et législatives. Togo, Espagne. Narcotrafic. Un bateau battant pavillon togolais qui transportait des vaches a été saisi avec 4,5 tonnes de cocaïne par la police espagnole. La police espagnole a annoncé samedi la saisie de 4,5 tonnes de cocaïne au large des îles Canaries à bord d'un cargo togolais qui venait d'Amérique latine. Les vaches cachaient des tonnes de cocaïne. Un cargo qui transportait du bétail depuis l'Amérique latine vers des pays du Moyen-Orient était surveillé de près depuis plus de 2 ans. Il avait déjà été contrôlé et fouillé, mais aucune drogue n'avait pu être trouvée à l'intérieur, explique la police. Un dispositif aéronaval a finalement permis mardi 24 janvier de mettre la main sur la cocaïne, dissimulée dans un silo censé servir à alimenter le bétail, ajoute-t-elle. L'opération, qui a mobilisé entre autres l'agence antidrogue américaine DEA,
le Centre opérationnel international d'analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants, MAOCEN, les autorités togolaises et la police espagnole, a permis d'arrêter les 28 membres de l'équipage, de 9 nationalités différentes. Le cargo, Orion V, qui battait pavillon togolais, avait les mêmes dimensions qu'un autre cargo togolais intercepté à la mi-janvier dans la même zone, à 62 miles au sud-est des Canaries, le Bloom, sur lequel avait été retrouvée la même quantité de cocaïne. Ce sont donc au total 9 tonnes de drogue qui ont été saisies au mois de janvier, s'est réjouie la police dans son communiqué. Les liens étroits de l'Espagne avec l'Amérique du Sud, d'où provient la cocaïne, en font l'une des principales portes d'entrée de la drogue en Europe. Togo. Rebondissement dans l'arrestation d'un chef traditionnel, conflit de succession. Togui Kofigan Akakpo IV, chef traditionnel de Kpotemé, dans la commune de Bamono, est privé de liberté depuis quelques jours. C'est l'affaire qui agite actuellement la toile, et particulièrement le Bamono, sa commune d'origine. Une tête couronnée, en principe sacrée et donc respectée, convoquée puis dans la foulée arrêtée et privée de liberté. Le chef traditionnel de Kpotemé, reconnu officiellement par les autorités compétentes le 25 juin 2021, ne vit plus dans son palais qu'il a fait construire. En effet, ce 23 janvier, il a répondu à une convocation du commandant de la brigade de la gendarmerie d'Afagnan. Une fois sur place, Togui Kofigan Akakpo IV, dans son apparat, a été sommé d'expliquer le contenu d'une vidéo qu'il a réalisée en 2017, au temps fort de la contestation populaire incarnée par Salifou Atchadam Tikpi, le président du Parti national panafricain, PNP. Dans cette courte vidéo, celui qui, en cette époque-là, était encore au service militaire aux États-Unis, déplorait les répressions des manifestations populaires réclamant l'alternance au sommet de l'État. Il faut préciser qu'entre-temps, Togui Kofigan Akakpo IV, dit-on, aurait entrepris des démarches de contrition auprès des autorités qui avaient passé l'éponge sur cette affaire. Sauf qu'aujourd'hui cette sortie faite sur les réseaux sociaux réalisée d'il y a une demi-dizaine d'années est ressortie pour priver de liberté son auteur, gardé à vue et transféré à la brigade de gendarmerie d'Anéo, dans la préfecture des Lacs. Le plus curieux dans cette histoire est que ce dernier s'est rapproché dans une certaine manière du pouvoir en place. Il existe d'autres vidéos dans lesquelles il parle en bien de Fort Gnassingbé, notamment. C'est dire que les vraies raisons de son interpellation ne sont pas claires. Conflit de succession ? Dans un document transmis hier soir à notre rédaction, on pouvait lire. Le chef arrêté était un marin américain. Il a fait les guerres du Golfe, Irak, Afghanistan. En 2017, quand, à Lomé, un gradé avait tiré sur un mineur de 11 ans, il avait fait une vidéo dans laquelle il déballait sa colère contre les autorités togolaises en proférant des menaces de coup d'État. Entre-temps, il était de retour et il a mené des démarches de pardon auprès de Lomé, ce qui avait mis fin au problème. Il a aussi consenti pour devenir le chef de son village, mais s'est heurté à l'opposition des fils de son grand frère. Son intronisation s'est déroulée le samedi 21 janvier 2023. C'est alors que pour se venger et l'empêcher de régner, que les fils du grand frère de son papa ont ressorti les anciennes vidéos qu'il avait fait en 2017 quand il était marin et s'en allait se plaindre, qu'on ne peut pas leur imposer un terroriste qui menace de faire un coup d'État, comme chef. D'où son arrestation. Les frères sont allés même jusqu'à dire qu'il enterrait des armes en un lieu qu'ils prétendent connaître, armes avec lesquelles il va faire son coup d'État après son intronisation. Affaire à suivre. Bénin. Un grave accident a endeuillé plusieurs familles au Bénin ce dimanche 29 janvier 2023. Le bilan provisoire fait état d'une vingtaine de morts. Le gouvernement du président Patrice Talon va décréter un deuil national en mémoire des victimes. Dimanche noir au Bénin ce 29 janvier 2013. Une série d'accidents survenus dans plusieurs localités du pays a endeuillé plusieurs familles. Le plus meurtrier est celui de Dassazoumé où la collision entre un bus de transport en commun de la société Baobab Express et un camion-citerne a occasionné une vingtaine de morts calcinés et autant de blessés brûlés à des degrés divers. Aussitôt après le drame, le gouvernement a pris des mesures d'urgence pour l'évacuation et la prise en charge des blessés. Une cellule de crise a été mise en place pour la gestion des conséquences de ce drame. Les parents de victimes sont invités ce lundi 30 janvier à 10 h au Palais des Congrès de Cotonou par le ministre de la Santé professeur Benjamin Oupatin pour leur fournir toutes les informations nécessaires. Cette séance concerne uniquement les parents des passagers du bus Baobab assurant la ligne Parakou-Cotonou, le dimanche 29 janvier 2023, et impliqués dans l'accident de route à Dassa. Les causes du drame de Dassa selon témoins. Un témoin parle de la collision entre un bus de transport en commun de la compagnie Baobab Express et un camion survenu,
Ce dimanche 29 janvier 2023, à Dassa, non loin du commissariat de police et en face du village SOS d'enfants. Le pneu du bus a éclaté et il est allé percuter un titan qui venait du sens opposé, a expliqué un témoin de l'accident de Dassa-Zoumé. La vitre côté chauffeur du bus est brisée et la convoyeuse a été projetée hors du véhicule à la suite de la collision. Aidés par des témoins, le chauffeur et la convoyeuse ont cassé la portière arrière par laquelle ils ont réussi à faire sortir une quinzaine de passagers dont une dame et des enfants. L'intensité de l'incendie qui s'est déclenché après l'accident a empêché de faire sortir d'autres passagers. Ceux-ci ont toutefois été aspergés d'eau savonneuse, a confié Guillère, à une équipe de Golf TV dépêchée sur les lieux du drame. Le témoin précise que l'accident s'est produit à 16 h. Le feu a tout consumé avant que les sapeurs-pompiers en provenance de Savalou n'arrivent sur les lieux à 18 h. Une enquête a été ouverte après le drame qui a fait plus de 20 morts calcinés et autant de blessés brûlés à des degrés divers. Selon un communiqué de la compagnie Baobab Express, 40 passagers dont la convoyeuse et le chauffeur étaient à bord du bus. Il n'est pas exclu que le gouvernement se réunisse en session extraordinaire pour décréter un deuil national de quelques jours en mémoire des victimes. Mali. Le chronogramme pour le retour à l'ordre constitutionnel sera respecté. Le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a assuré vendredi le Conseil de sécurité des Nations Unies que le chronogramme établi par le gouvernement de transition pour le retour du Mali à l'ordre constitutionnel en février 2024 sera respecté. Le gouvernement, dans sa volonté de refonder l'État malien, poursuit la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles dans le cadre d'un processus transparent et inclusif, a souligné M. Diop. Il intervenait devant le Conseil de sécurité réuni pour l'examen du rapport trimestriel du secrétaire général de l'ONU sur la situation au Mali. Sur la même lancée, selon le ministre, le gouvernement s'attelle à la mise en œuvre des actions prioritaires inscrites dans son chronogramme, notamment l'élection des conseillers des collectivités territoriales en juin 2023, celle des députés de l'Assemblée nationale en octobre et novembre et l'élection du président de la République en février 2024. À l'issue des consultations, le gouvernement se propose de soumettre le projet de constitution à la décision finale des Maliens par référendum prévu en mars prochain, a-t-il souligné. Après le coup d'État du 18 août 2020, une transition politique est en cours au Mali depuis le 15 septembre 2020. Préalablement fixée à 18 mois, elle a été prolongée jusqu'en février 2024 à la faveur d'un décret portant la durée de la transition à 24 mois, à compter du 26 mars 2022. Le nouveau chronogramme prévoit, entre autres, le référendum constitutionnel pour mars prochain et les 2 tours de la présidentielle, si le second s'avère nécessaire, pour février 2024. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Africaine24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.